Alors, pour la leçon sur la cinétique chimique, on va déjà définir ce que c'est qu'une réaction lente et une réaction rapide. Donc, une réaction, elle sera lente si on va pouvoir l'observer à l'œil nu au cours du temps ou avec des appareils de mesure au labo. Et à contrario, par exemple, comme les réactions de titrage qui doivent être rapides, totales et uniques, et ben, elles sont tellement rapides qu'on ne peut pas l'observer à l'œil nu ou avec du coup, les appareils du labo. Après, on aura les facteurs cinétiques, donc c'est les facteurs qui vont agir sur la durée de la réaction, sur la rapidité de la réaction. Donc, par exemple, en facteur cinétique, on peut avoir la concentration des réactifs. Donc, si on trace, j'essaie de prendre le stylo. Donc, si on trace la concentration d'un réactif en fonction du temps, on va partir d'une certaine valeur et ça va décroître au cours du temps, ce qui est normal parce qu'il est consommé. Et en fait, la vitesse, par définition, donc là, la vitesse de disparition du réactif, c'est égal à moins la dérivée de la concentration des réactifs par rapport au temps. Et en fait, la dérivée de la concentration des réactifs par rapport au temps, sur une courbe comme ça correspond à la tangente en un point. Donc par exemple, si à T1 ici, je veux avoir la vitesse, je vais aller tracer la tangente en ce point, et ensuite je vais déterminer le coefficient directeur de la tangente. Parce qu'en fait, la vitesse de disparition, ça va être égal à la valeur absolue du coefficient directeur de la tangente. Directeur. Je peux rajouter de la tangente ou point d'abscisse considéré. Et donc, on va prendre par exemple un point A, un point B, donc suffisamment distant, de coordonnées x A, qui est moche, y A et xb, yb. Et je vous rappelle que le coefficient directeur, c'est égal à yb moins YA sur XB moins XA. Et moins XA. Bref. Donc voilà, alors tout ça pour dire que si je prends un T1, donc j'aurai cette pente-là, et si je le prends à un autre temps, on va dire ici à T2, et que je trace, hop, ici, la tangente à la courbe, oh, on va revenir en arrière, j'ai pas pris le bon truc. Voilà. On trace la tangente à la courbe, on voit que c'est moins pentu, est-ce que vous voyez? On pourrait pareil prendre le coefficient directeur, donc en fait avec un point A', un point B', et quand je calculerais le coefficient, il serait moins grand, donc la vitesse diminuerait. Donc, comme la concentration du réactif diminue au cours du temps, et que la vitesse de disparition du réactif diminue aussi au cours du temps, la concentration des réactifs, on généralise, est un facteur cinétique, donc un facteur qui va agir sur la vitesse de la réaction ou sur la durée de la réaction, ce qui revient au même. Un autre facteur cinétique classique, c'est la température. Donc là, par exemple, on a fait une réaction à une température T1, une température T2, une température T3, et on regarde la concentration, donc par exemple du diode en fonction du temps. Au passage, on voit qu'elle augmente, donc c'est un produit. Ce serait une vitesse d'apparition ici. Et on voit qu'on atteint un même état final. Hop. Ah, flûte. Donc là, ça serait la concentration en I2 finale. Donc on atteint le même état final, mais à la température T3, on l'a atteint vachement plus vite. Et en fait, si on regarde, T3 est supérieur à T2, qui est supérieur à T1. Alors, ça c'est un cas général, la plupart du temps c'est le cas, mais il peut arriver des réactions où l'augmentation de la température n'accélère pas la réaction. C'est par exemple la formation de l'ammoniac. Mais au lycée, globalement, dans la majorité des cas, dès que vous allez augmenter la température, ça va augmenter la vitesse de la réaction. D'accord, on atteint l'état final plus rapidement. Ça n'augmente pas le rendement, attention, ça augmente juste la vitesse de la réaction, donc ça diminue la durée de la réaction. On dit que la température est un facteur cinétique. Il y a d'autres facteurs cinétiques. Hop, facteurs cinétiques. Il y a le solvant. Donc en fonction du solvant, ça peut plus ou moins favoriser une réaction. Bon, ça vous dépasse un petit peu le cadre du lycée, donc on ne va pas développer. Mais par exemple, si on prend de l'eau ou de l'acétone, on peut avoir des vitesses de réaction totalement différentes.
un truc qu'on verra plutôt en chimie organique dans le supérieur, et en cinétique aussi. On peut avoir l'état de surface d'un solide, donc si vous avez un solide, son état de surface, il est pulvérulent, très dispersé ou pas, ça change, et l'éclairement, mais là aussi, ça dépasse le cadre du lycée. Donc on a vu les facteurs cinétiques qui peuvent augmenter la vitesse de la réaction, mais il y a aussi les catalyseurs. Donc les catalyseurs, oula, c'est un Y ce truc, c'est une espèce chimique qui va augmenter la vitesse de la réaction, mais qui n'intervient pas dans le bilan. Vous n'allez pas le voir ni au niveau des réactifs, ni au niveau des produits. En vrai, ce qui se passe, c'est que le catalyseur, il va être consommé et régénéré au cours de la réaction. Donc, comme tu l'as à gauche et que tu l'as à droite de ton équation, bah, en fait, mathématiquement, ça s'enlève à droite et à gauche, donc on ne le voit pas. Et en catalyseur, on peut avoir des catalyseurs homogènes. Donc, on parlera de catalyse homogène. Alors, ça, c'est quoi? C'est quand votre catalyseur est dans la même phase que tout le reste des réactifs. Donc, je vais marquer même phase pour aller plus vite. C'est quoi typiquement? C'est par exemple des ions. Alors j'ai une bêtise, qu'est-ce que je peux vous mettre? Voilà, des ions H+. Hop, ça c'est pas une bêtise. Les ions H+, généralement, sont ajoutés pour augmenter la vitesse d'une réaction. Donc si vous avez une réaction qui se fait dans l'eau et on a des ions ou des espèces dissoutes dans l'eau, hop, espèces dissoutes, dissoutes dans l'eau. Alors dans ce cas-là, on aura bien une catalyse homogène parce que les ions H+ vont se dissoudre dans le milieu. On peut avoir une catalyse hétérogène. Donc là, si c'est pas la même phase, donc c'est typiquement un catalyseur solide, par exemple du platine, du palladium, pourquoi pas du fer aussi. Donc qu'on va mettre en solution. Donc si pareil, vous avez une phase aqueuse ou plus espèce chimique dissoute, vous verrez votre fil de platine ou de palladium et ça sera bien deux phases différentes. Donc catalyse hétérogène, et donc la réaction se fait à la surface du catalyseur. Donc là aussi, l'état de la surface, si c'est dispersé ou pas, influence la vitesse de la réaction. Et enfin, on a la catalyse enzymatique. Catalyse enzymatique. Où là, c'est si on a une enzyme, donc une enzyme c'est une grosse protéine, qui va pouvoir augmenter la vitesse de réaction. C'est typiquement ce que vous avez dans le corps humain, mais on peut par exemple prendre un petit bout de radis ou de navet et le mettre dans un milieu aqueux avec des ions et ça augmente la vitesse de la réaction. Alors après cette cinétique, comment est-ce qu'on va la suivre? Et puis d'ailleurs, c'est quoi suivre une cinétique? C'est avoir l'évolution d'une concentration d'un réactif ou d'un produit au cours du temps. Donc pour le temps, ça va avoir un chrono, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une concentration? On a vu dans le chapitre précédent qu'on pouvait avoir une concentration par un titrage ou par un dosage. Et ici, le plus simple, ça va être quand même de faire un dosage. Donc on peut suivre une cinétique par conductimétrie. Donc là, quand est-ce que je peux prendre ça? Si ce dont je regarde sa concentration sont des ions. Donc là, cas des ions. Donc je vous rappelle avec la loi de Colroche que la conductivité, c'est égal à la somme sur I, des lambda I, c'est I. Donc lambda I, c'est les conductivités molaires ioniques. Chaque ion conduit le courant plus ou moins fortement. Et CI, c'est la concentration en ion qui, d'ailleurs, au passage, est en mol par mètre cube. Attention, il ne faut pas confondre avec les moles par litre. Et donc là, c'est en Siemens par mètre. Et donc, du coup, si la réaction consomme des ions, produit des ions, on pourra mesurer la conductivité. Cette conductivité est reliée à la concentration ici des ions. Si on se fait un tableau d'avancement, on peut calculer les concentrations des autres espèces qui ne sont pas forcément ioniques. Voilà. Ensuite, on peut aussi faire par spectrophotométrie. Spectrophotométrie. Et donc là, en fait, c'est si on a des espèces colorées. Espèces colorées. Et donc ça, c'est par la loi de Beer-Lambert. L'absorbance est égal à K fois C, ou aussi Y fois L fois C. Donc C, c'est la concentration de l'espèce colorée, ou des espèces colorées d'ailleurs. Parce que les absorbances seraient additives, en mol par litre. L'absorbance, ça n'a pas d'unité. Voilà. Et du coup, K, ça serait en litres par mol. Ça, c'est coefficient d'absorption molaire, et ça, c'est la longueur de la cuve. Et pour utiliser Beer-Lambert, donc on pourrait avoir eu au préalable un étalonnage. Donc je vous rappelle qu'à partir d'une solution mère qui contient la même espèce chimique que la solution à doser,
On réalise des solutions phi, on mesure leur absorbance à la longueur d'onde de travail, la longueur d'onde de travail que, ah non, ça marche plus, que l'on détermine avec la courbe A en fonction de lambda. Donc généralement, ça fait une patate là. On se met au sommet à l'absorbance maximale et on vient lire la longueur d'onde de travail, lambda max. Donc on fixe ça sur le spectrophotomètre après avoir fait le blanc. Le blanc, c'est une cuve dans laquelle on a mis le solvant, donc au lycée c'est de l'eau. Et on va appuyer comme sur un bouton tard en fait pour enlever l'absorbance due à la cuve et l'absorbance due au solvant. Bref, ce qui fait que quand on va mettre nos cuves de solution phi ou de la solution à tester d'ailleurs, eh bien on s'affranchira des autres absorbances. Ensuite donc, on aura tracé A en fonction des concentrations des solutions phi, on obtient quelque chose de linéaire, ce qui fait que, imaginons que dans la cuve, c'est une cuve de spectro, on ait mis le mélange réactionnel, donc là on étudie la cinétique d'une espèce, je sais pas, B plus une espèce C, je mélange tout là-dedans, je déclenche le chronomètre, et toutes les, j'ai une bêtise, 10 secondes ou 20 secondes, je relève l'absorbance. D'accord? Donc on aurait un tableau avec absorbance en fonction du temps, et grâce en fait à la courbe d'étalonnage, donc soit l'équation à droite qu'on aurait eu, soit carrément graphiquement, pour toutes les absorbances, je lirai la concentration, ce qui fait que ce tableau-là me permettrait d'avoir la concentration du réactif ou du produit, d'ailleurs coloré, en fonction du temps. C'est plutôt simple d'utilisation, tout comme la conductimétrie. Et si on n'a ni une espèce unique, ni une espèce colorée, comment on fait? On fait un titrage. Alors là, c'est un petit peu plus embêtant. Titrage. Et donc, alors là, tous les titrages qu'on a vus sont disponibles, conductimétrique, pH métrique, colorimétrique quand vous rajoutez un indicateur coloré, voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh bien, la réaction qu'on aurait fait, par exemple, dans un bécher ou autre, on va, à intervalles de temps réguliers, ponctionner un petit peu du milieu réactionnel, donc une quantité connue. On réalise une trempe. Une trempe, c'est quoi? C'est qu'on va mettre le petit échantillon dans de l'eau glacée pour arrêter la réaction. Parce que comme la température, c'est un facteur cinétique, du coup, si tu diminues drastiquement la température, tu diminues drastiquement la cinétique de la réaction. Donc, on va considérer qu'on l'aura arrêté. Et ensuite, du coup, le petit échantillon, on va le titrer. Donc, burette, ceci est une burette graduée, on ne croirait pas. Donc, on va le mettre ici et on va mettre un réactif adéquat. Et hop, suivi soit pH métrique, soit conductimétrique, soit avec un indicateur coloré. Ce qui fait qu'on aurait aussi au cours du temps l'évolution des concentrations. Alors, il faut qu'on sache définir le temps de demi-réaction, donc noter T1,5. Donc c'est le temps qu'il faut pour que l'avancement prenne la valeur XF sur 2. Donc en fait, si XF représente l'avancement final, eh bien le temps de demi-réaction, c'est la durée qu'il faut attendre pour obtenir X égale à XF sur 2. Mais généralement, dans les sujets de bac, maintenant, on ne vous donne pas une courbe X en fonction du temps, parce que forcément, si tu as l'avancement en fonction du temps et que tu connais l'avancement initial, tu peux déterminer XF sur 2. Donc, par exemple, si on part de là, ça va ici. Ici, on aurait l'avancement final, et on se placerait à XF sur 2, et on irait lire sur la courbe T1,5. Mais ça, c'est très peu souvent que ça arrive. Vous, ce que vous aurez, c'est soit la concentration d'un produit en fonction du temps, donc au début c'est nul, après ça augmente, ou la concentration, alors je vais mettre produit là, P, la concentration d'un réactif au cours du temps, donc j'avais une certaine valeur et ça diminue au cours du temps. Donc pour une réaction totale, et que pour une réaction totale, le temps de demi-réaction c'est aussi égal au temps qu'il faut pour que la moitié du réactif limitant ait été consommé. Donc par exemple, pour le réactif ici, on va imaginer que c'est réactif limitant. Donc j'aurai la concentration, crochet pour concentration initiale, je la divise par 2, concentration initiale sur 2, et je vais aller lire sur ma courbe le T1,5. Alors attention, si ça ne tombe pas sur une graduation, il faut faire un produit en croix avec une petite échelle et tout. Le truc que vous adorez. Ici, si c'est un produit, c'est à peu près la même chose. On détermine la valeur finale, un peu comme ici. Donc je vais mettre concentration et produit, mince, finale. Oh, c'est moche. On revient en arrière. Concentration finale du produit. Je la divise par 2.
et je vais aller lire ici le T1,5. Voilà. Et donc, plus le T1,5 est petit, plus la réaction est rapide. Donc, on peut aussi comparer deux réactions ensemble de par la valeur du T1,5, ce qui peut être intéressant. Alors, tout à l'heure, on a défini rapidement la vitesse d'une réaction. Donc, la vitesse dite de disparition d'un réactif. Ça est égal à moins la dérivée de la concentration de ce réactif par rapport au temps. Alors là, on peut mettre en indice T et T parce que ça dépend du temps. C'était comme en méca. Hein. Donc ça, c'est pour un réactif. Et ça, c'est ce qu'on appelle la définition. Donc la définition, on ne vous demande pas une définition. Hein. En fait, quand on te dit « donne la définition de la vitesse de disparition », ce qu'on attend, bah, c'est ça. C'est une formule. Donc définition de la vitesse de disparition du réactif. Voilà. Si j'ai un produit, bah, je peux définir la vitesse d'apparition du produit, que je note P, qui dépend du temps, d'où le petit t ici. Donc là, ça va être égal à plus la dérivée de la concentration du produit qui peut varier au cours du temps par rapport au temps. Donc ça, c'est pour un produit. Et là, c'est pareil, c'est la définition de la vitesse d'apparition d'un produit. Et on avait vu que si je veux le calculer et que j'ai la courbe, hein, concentration, donc par exemple du produit au cours du temps, le produit, hop là, il va se produire, donc la courbe monte, et bien on se mettait à t considéré, on va vous dire à t égale à 0, à t égale à 5, j'en sais rien, et au point considéré, vous tracez la tangente, hein, donc j'aurai t égale à 0, hop, j'ai la tangente à t égale à 0, ensuite je prends deux points A et B suffisamment distants, deux coordonnées YB, pardon, XB, YB et XA, YA. Et comme la vitesse ici d'apparition, c'est égal à la valeur absolue de la pente, hein, du coefficient directeur de la tangente au point considéré, et ben je ferai YB moins YA sur XB moins XA. Au niveau des unités, tiens d'ailleurs, je ne l'ai pas rappelé, une concentration, c'est en mol par litre. Bah, là, c'est en secondes, ce qui fait que les vitesses, qu'elles soient d'apparition ou disparition, ce sont des mols par litre. Alors ici, par seconde. Après, si là, vous n'avez pas des secondes, vous avez des minutes, et ben, c'est pas grave, vous les mettez en minutes. Si tu as des heures, tu les mets en heures. Il n'y a pas de problème. Si la concentration qui est issue d'un suivi conductimétrique, elle vous est donnée en mols par mètre cube, et ben, tu mets des mols par mètre cube. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Donc, on peut vous parler maintenant de loi de vitesse. C'est quoi une loi de vitesse? Donc là, c'était la définition de la vitesse avec la dérivée. La loi de vitesse, si elle est d'ordre 1, si elle est d'ordre 1, ça permettra d'écrire la vitesse, donc sur un réactif. On fait ça sur un réactif dans le programme, c'est par rapport au réactif. Donc ça, hop, vous le mettez un petit peu de côté. D'ailleurs, on va l'enlever. Comme ça sera fait. Hop, ciao. Zoup. Donc la loi de vitesse, si elle est d'ordre 1, ça veut dire que la vitesse est proportionnelle à la concentration du réactif. Donc la vitesse de disparition, là, la même que là-haut, ça serait égal à K, une constante de proportionnalité, fois la concentration du réactif qui peut dépendre du temps. Donc là, c'est pareil, qui peut dépendre du temps ici. Ce machin est un T. Voilà, donc c'est proportionnel. Et en fait, c'est-à-dire quoi d'ordre 1? En vrai, ici, c'est qu'on a une puissance 1, et vous verriez dans le supérieur qu'on peut avoir des puissances 1,5, 3,5, 1, 2. Voilà. Donc on peut avoir différents ordres, mais au niveau du lycée, dans le BO c'est programme, c'est marqué qu'il faut que vous vérifiez qu'elle soit bien d'ordre 1. Donc on ne va pas aller vous s'amuser à mettre des ordres 2, 3, 1,5 ou tutti quanti. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vérifier que la loi de vitesse est d'ordre 1? Eh bien, on va compiler ces deux réactions, comment ça s'appelle? Ah, putain! Ces deux relations pour trouver une relation, on va voir après, qui sera le type logarithmique. Ou exponentielle. Mais avant ça, il y a une première façon de montrer que la loi est d'ordre 1, qui est vachement plus simple. C'est si dans les données, vous avez la vitesse et vous avez R. Donc, vous imaginez un tableau là, schlac, avec des valeurs, pout, 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 pout. Et si tu traces V disparition en fonction de la concentration, et que tu trouves une droite qui passe par 0, donc une fonction linéaire, ça montrera que si je mets ça
en Y et que je mets ça en X, et bah le bordel, il ressemble à une équation du type Y est égal à X. Donc, à quelque chose de linéaire. N'est-ce pas? Donc, si je trace la vitesse en fonction de la concentration et que je trouve une droite qui passe par 0, eh bien, ça validera la loi de vitesse d'ordre 1. Voilà. Alors, pour le faire, soit vous tracez le graphe, soit vous prenez la calculatrice en mode stat et vous mettrez donc combien vaut A, le coefficient directeur, combien vaut B, leur donner l'origine qui est censée tendre vers 0, hein, tend vers 0. Est-ce que ben, là c'est 0? Et vous mettrez la valeur du R carré qui vaut 0,999999 et des bananes qui doit tendre vers 1. Ça, je vous rappelle que c'est un indicateur pour savoir si les points expérimentaux, donc là tous les points que vous êtes censés avoir placés et tout, eh bien, sont bien modélisés par la fonction mathématique et c'est une fonction linéaire. Donc en gros, si tous tes points sont le long de ta droite, tu trouves tous, mais parfaitement, tu trouves 1. Mais ça marche aussi avec autant de points au-dessus qu'en dessous. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode, c'est la plus simple. Si c'est pas ça qu'on a, mais que là j'ai concentration en fonction du temps, comment faire? Hop, j'enlève ça. Ouais, j'enlève tout. Donc on va mixer les deux relations. Donc je réécris ce que j'ai effacé. Donc la vitesse de disparition, si elle est d'ordre 1, c'est K fois la concentration du réactif. Or, la vitesse de disparition, ça vaut ça. Et la vitesse de disparition, ça vaut ça. Donc, ça est égal à ça. On peut donc écrire que moins d de R sur dt. Alors, je ne mets pas en indice les petits t parce que ça devient un petit peu enquiquinant, mais normalement, on peut les mettre, hein, bien évidemment. Ensuite, je fais passer tout ce beau monde de l'autre côté. Donc là, j'ai un 0 est égal à d de R sur d de t plus K fois R. Et ça, cette petite relation, c'est une équation différentielle homogène d'ordre 1 à coefficient constant et sans second membre. Donc tout le blabla là que je viens de dire, il faut l'écrire. Là j'ai flemme. Et donc, quand tu as une équation différentielle homogène d'ordre 1 à coefficient constant et sans second membre, tu peux dire que la solution est du type équation est du type du coup A. Donc la solution, ce qu'on cherche en fait, c'est merde, oui, pas R, désolé. Ceci est un R, donc c'est ça qu'on cherche. Et du type K. Donc K, c'est une constante hein, fois exponentielle de moins petit kt. Alors attention, c'est pas le même K. Hein. Le petit K ici, c'est le cas qu'on avait là, le quotient de proportionnalité, qu'on appelle aussi la constante de vitesse, je ne l'ai pas dit. K, c'est la constante de vitesse. Qui d'ailleurs, si la loi est d'ordre 1, sera exprimée en temps moins 1. Parce que là, on a des moles par litre par seconde. Ici, on a des moles par litre. Donc là, c'est des par seconde. Ou par minute, ou par heure, en fonction de l'unité en fait, qu'on aurait là. Bref. Et donc, bah, va falloir déterminer K. Donc ça, on va faire comme en méca. On va servir des conditions initiales. Alors, c'est quoi les conditions initiales? Conditions initiales. Donc déjà, pour les conditions initiales, je suis à t égale à 0, et à t égale à 0, bah, la concentration ici en A à l'instant t égale à 0, ça vaut à 0. Par exemple, on aurait noté A0 ou A initial. Bref, c'est combien? Mais pourquoi j'ai mis A, moi? C'est un R. Oh, désolé. Puis là, c'est moche, alors je vais remettre un R aussi. R, R, R. Voilà. Pour réactif. Je sais plus ce que je disais, mais bon, on a la concentration. Donc je reprends cette formule-là. Et je vais l'écrire à t égale à 0. Donc à t égale à 0, on a la constante k, et on a exponentielle de moins petit k fois 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et R à t égale à 0, bah, c'est ce qu'on aurait appelé R0, donc la concentration initiale qu'on vous donne. Ce qui fait qu'on en déduit que K, c'est égal à la concentration initiale du réactif. Donc ici, je peux changer K et mettre concentration initiale du réactif, hein, qui vous serait donné.
Donc imaginons qu'on soit en ECE et que vous puissiez tracer la courbe R, donc concentration du réactif en fonction du temps. Si vous voyez un truc qui ressemble à une exponentielle ici, donc par exemple, hop là, je ferai cette allure-là, hein, c'est pas très joli, mais voilà. Donc vous avez des points expérimentaux là, issus du TP, tac, tac, tac. Je prends la modélisation dans la TISPRO, l'espèce de petite courbe violette là, et je fais passer une fonction de type exponentielle. Si ça matche bien, si votre R carré est proche de 1, alors on pourra en déduire qu'il y a un ordre 1. Mais généralement, sur une copie, nous, on va plutôt passer par une linéarisation. C'est quoi linéarisation? On n'aime pas trop avoir des trucs exponentiels, on aime bien avoir des droites soit affines, soit linéaires, enfin des fonctions plutôt. Et donc, pour linéariser, on va se servir du logarithme, enfin plutôt du ln, parce que le logarithme, c'est plutôt en base 10. J'enlève ça, et on va linéariser l'expression. Linéarisation de l'expression. Tac. Donc, je vais tout passer au ln. Donc, ça va faire ln de R est égal à ln de R0 fois exponentielle de moins kt. Tout ça. Et en fait, en maths, on n'a que ln de A fois B, c'est égal à ln de A plus ln de B. Et qu'accessoirement, ln de A sur B, ça ferait ln de A moins ln de B. Bon. Et le ln et l'exponentielle sont deux fonctions en fait réciproques, je peux vous dire comme ça en maths. Et donc, c'est comme quand tu as un 10 puissance et un log, ça s'enlève. Comme tu as une racine carrée et un carré, ça s'enlève. Voilà, c'est pareil. Un ln et un exponentiel, ça s'enlève. Donc, je reviens à mes boutons. Ici, on a ln de R qui est égal à, donc là, je prends ce truc-là, ln de R0 plus, là, on aura le plus ici. On essaye de séparer ça et ça, là. Bon, tiens, je vais le faire. ln de exponentielle de moins kt. Mais le ln exponentielle, ça s'enlève. Donc, en fait, il ne reste plus que moins kt. ln de R est égal à ln de R0 moins kt. Et pourquoi c'est trop cool? Parce que si je trace ça en Y, que je trace ça en X, regardez, on dirait un truc du type Y est égal à AX plus B. Hein, donc si moi, je vais prendre les valeurs de R qui seraient dans un tableau, hein, donc là, en énoncé, tu aurais les concentrations de R, tu aurais le temps, que les concentrations de R, je les passe au ln, donc sur votre calculatrice, vous tapez ln de R, voilà, donc on aura un autre tableau, ln de R et machin, et que tu traces, c'est pas droit, hein, mon affaire, hein, ln de R en fonction du temps, la loi d'ordre 1 est vérifiée, si et seulement si, là on retrouve une fonction affine. Donc on aurait une ordonnée à l'origine qui serait égale à ln de R0. Et là, on voit que c'est négatif. Hein. Enfin, la pente, c'est vers le bas. Donc je dois avoir quelque chose qui va vers le bas. Et donc ici, le coefficient directeur serait égal à moins k, à moins la constante de vitesse, hein, qui encore une fois, je répète, étant temps moins 1, donc minute moins 1, seconde moins 1, heure moins 1. Donc si tu as tes points expérimentaux ici qui sont modélisables, soit sur ta copie parce que tu traces une droite et que tu vois que c'est aligné, soit sur la TISPRO avec l'onglet, l'outil modélisation et que tu as un R carré qui est très proche de 1, et bien, si c'est affine, la loi d'ordre 1 est validée. Hein. Donc ce serait bien de préciser qu'on a tracé ça en Y, ça en X et qu'on s'attend à avoir quelque chose d'affine. Une autre aussi façon de dire que c'est d'ordre 1, c'est de montrer que T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale en réactif. Hein. Donc si on vous donne T1,5 pour différentes concentrations et que ça ne bouge pas, c'est que ça sera une loi d'ordre 1.
Voilà pour le petit tour d'horizon du cours. Alors évidemment, après, il faut bien s'entraîner sur des exercices, hein, à tracer les tangentes à la courbe, déterminer l'équation directeur, redémontrer ça. On peut avoir du Python aussi. Et je rappelle d'ailleurs qu'en Python, par exemple, si vous avez des valeurs de temps, l'écart, le delta t, il doit tendre vers 0. Parce que comme on est censé avoir des dérivées, une dérivée, c'est quand tu as un petit écart qui tend vers 0. Donc des fois, en Python, on vous pose la question, hein, quelle hypothèse on a faite et est-ce qu'on a bien fait ou pas. Donc si vous voyez, je sais pas, un delta t qui vaut 5 minutes, bon, on n'est pas trop dans la dérivée, hein. Donc l'approximation, elle n'est pas top top. Voilà.